Ils appelaient ça la révolution du télétravail, avantages et inconvénients. Pourquoi la révolution? C'est parce que je pense que vraiment, on change complètement de paradigme, on pourrait dire ça comme ça. On rentre dans un monde qui va être complètement nouveau, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. On avait vu un peu les soubresauts de ça, mais le télétravail nous amène à repenser complètement la façon que le travail se fait actuellement. Et la COVID nous a donné l'occasion, dans le fond, de tester un peu cette façon de faire. Remarquez que ça fait au moins 20 ans qu'on fait du télétravail. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? On va voir tantôt, on a parlé, c'est l'intensité de ce qui est arrivé et des obligations du fait de la crise mondiale en pensant. Donc, le télétravail nous amène à repenser beaucoup de choses sur la façon dont on faisait le travail jusqu'à maintenant, la façon qu'on gérait aussi le travail. Et qu'est-ce qui est derrière ça qui nous permet de penser à ça aujourd'hui? C'est la technologie. La technologie, particulièrement Internet, qui est arrivé dans les années 2000, 2005 particulièrement. On va voir que si on n'avait pas d'Internet, on ne parlerait même pas de ça en réalité. OK? Mais ça va voir que ça va nous amener à repenser beaucoup de choses. Donc, petite révolution dans le monde du travail. En réalité, ce qu'on a testé maintenant, c'est plus de flexibilité. Flexibilité, liberté. Bon, j'ai mis une petite photo ici pour illustrer un peu. Je ne suis pas sûr que ça serait intéressant de travailler vraiment comme ça, dans des conditions comme ça, sur le bord d'une piscine. Mais c'est juste pour illustrer le fait que le télétravail a donné le goût, je pense, à pas mal de monde d'avoir plus de flexibilité, contrôler son horaire, beaucoup de choses de ce type-là. Plus de liberté. Et actuellement, là, il est question de retourner maintenant à temps plein dans les anciens bureaux. Beaucoup de gens lèvent la main, ils disent « Oh, je ne suis pas certain qu'on va retourner dans les anciennes conditions de travail qu'on avait dans le temps. » Donc, on va voir un peu comment les choses se présentent. Alors, je dis simplement d'entrée de jeu que quand on a goûté un peu à la liberté, d'avoir plus de contrôle sur son horaire, la flexibilité, c'est sûr que c'est des petits éléments, conditions de travail qui sont le fun, qui sont intéressants. Et maintenant, quand on parle de revenir dans les anciennes structures, avec des contrôles rigides, ainsi de suite, c'est pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont vouloir revenir dans ces conditions-là. Alors, c'est ça qu'on va parler. Donc, les fameuses joies du télétravail. Écoutez, quand j'ai vu cette petite photo, ça m'a fait vraiment rire parce que j'avais juste envie de penser à une collègue qu'on avait, entre autres, dans notre département, était en télétravail chez elle, a 2 enfants en bas âge, un enfant à l'école, donc faire du travail à l'école en même temps, son mari qui se levait le matin, le chien qui se mettait à japper, le plus jeune qui se mettait à brailler. Ça peut être ça aussi, le télétravail. Hein. C'est pas bon. Il y a des côtés le fun là-dedans, mais il y a des côtés moins drôles. Parce que c'est pas tout le monde qui a, on pourra dire, l'aménagement qu'il faut, l'ergonomie, l'aménagement qu'il faut à la maison pour faire du télétravail dans un cadre, disons, minimalement acceptable et plaisant. Alors, ça peut être la condition de beaucoup de gens qui ont été en télétravail pendant la pandémie. Là, c'est ce qu'on voit là. Ça me faisait rire quand j'ai vu ce dessin-là. Donc, il y a des bons côtés là-dedans, il y a des côtés moins drôles, et c'est ce qu'on va voir un peu au courant de la petite conférence. Donc, ce n'est pas un phénomène nécessairement nouveau, le télétravail. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, ça fait au moins une vingtaine d'années. C'était quand même assez marginal dans ces années-là.
faut dire que qu'est-ce qui a changé beaucoup la donne, c'est la technologie. La technologie nous a amené à des possibilités qu'on n'avait pas avant. Si on remonte dans ces années-là, on n'avait pas les bandes passantes, vous savez, qu'on a aujourd'hui. Donc, on avait des phénomènes de lagging au niveau des images. On n'avait pas on n'était même pas avec de la 4G dans ce temps-là. 5G, oubliez ça, on était avec du 3G encore. Donc, la technologie, les réseaux qu'on avait n'étaient pas là pour supporter vraiment de façon professionnelle et à grand volume comme aujourd'hui la capacité de faire du télétravail. Alors, c'est arrivé plus récemment, peut-être il y a 4, 5, 6 ans, la technologie, la 5G, la fibre optique, toutes ces technologies-là. Des solutions aussi, Team, bon, on n'avait pas ça il y a 4-5 ans. C'est assez récent quand même, toutes ces technologies-là, et c'est ça qui nous a aidés à passer au travers. Avant, on n'avait pas ça. Donc, ça a commencé, ça fait longtemps, la télétravail. Mais bon, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? C'est en 2020, il y a des données de Statistique Canada qui nous disaient qu'on avait environ 2 millions de Canadiens qui travaillaient à distance en 2020, OK? Avec l'arrivée de la COVID, paf, explosion totale. On passe à 7 millions, soit 40 de la main-d'œuvre. C'est absolument gigantesque. C'est là qu'on voit qu'il y a un changement drastique de paradigme dans le sens que ce n'est pas juste quelques milliers de personnes qui travaillent. Là, c'est quasiment des pans entiers de l'économie qui sont tombés tout à coup en télétravail. Alors, évidemment, surtout des cols blancs, des cadres, parce qu'évidemment, si on pense le travail dans les usines, et c'est tout, ben, on ne peut pas déménager une usine ou on ne peut pas travailler à la maison quand on travaille dans une usine. Donc, c'est certains types de travaux qui ont plutôt été concernés par ce changement. OK, je continue. Un des grands leaders dans ce domaine-là, moi, je me rappelle dans le temps, j'avais déjà fait certaines études là-dessus. TELUS a été vraiment un leader très, très important au début dans ces années-là. Tout leur service à la clientèle de TELUS était en télétravail. Quand vous téléphoniez TELUS, service à la clientèle, ce sont quelqu'un quelque part dans son sous-sol qui répondait, mais c'était transparent. Vous ne l'avez jamais su. Et c'était totalement transparent, mais ce sont des gens à la maison, souvent, qui répondaient. TELUS avait jusqu'à quelques milliers d'employés qui travaillaient comme ça à la maison. Alors qu'aujourd'hui, ils ont passé 70 de tous les autres services ont été transférés en télétravail, qui est absolument énorme. Dans le temps, c'était peut-être 5 de leurs employés. Alors, mais TELUS avait dit une chose, quand on installe ça, ça prend, il avait fixé des normes. Il avait dit, écoutez, ça prend un bureau fermé avec certains types d'aménagements, certains types d'équipements. TELUS fournissait tout. Hein. Il fournissait des équipements, il fournissait l'installation. Il y avait des techniciens qui venaient installer ça chez vous. On formait les gens pour opérer à partir de ces technologies-là. Et ça pour dire qu'ils ont été quand même un précurseur au Canada dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans, c'est vraiment, on l'a vu tantôt, passer peut-être de quelques millions à 7, 8, 10 millions de personnes quasiment du jour au lendemain en télétravail. C'est l'envergure, l'intensité, la rapidité du changement. On a demandé à des gens qui n'étaient pas du tout habitués à ces technologies-là, qui n'étaient même pas formés, de passer de l'un à l'autre quasiment en très peu de temps. Nous, au collège, on a été un peu chanceux là-dedans parce que on avait une équipe qui travaillait, on avait la salle, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient en ligne, eux autres. Alors, on a été capable de transférer rapidement parce qu'on avait la chance d'avoir des professeurs qui ont pu nous aider dans les premiers temps, mais ce n'est pas tous les collèges ou les universités qui ont été équipés comme ça. Donc, ça a été vraiment
un dur chemin du combattant, si on peut dire, de passer rapidement en télétravail comme ça, là. Il y en a qui sont vraiment carrément arrachés les cheveux parce que c'était pas facile. Ben, on l'a fait. Ça a été une expérience. Ah, écoutez, c'était tellement énorme que Google a averti le Congrès américain que Internet était peut-être pour planter au complet parce que Internet n'a pas été fait pour traiter des volumes absolument gigantesques de transfert de données en temps réel, en streaming, qu'on a vécu quand il a fallu tout le monde en même temps dans les universités, dans les collèges, passer à ça, là. C'est pas juste à Montréal ou au Canada ou au Québec, c'est à travers le monde, OK? Donc, c'était des volumes qu'ils n'avaient pas vus. C'est pour ça que dans les premiers temps, on avait beaucoup de difficultés. On avait même encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait au point, hein? Ça cille, des lagging, ainsi de suite. On voit que le système n'est pas complètement encore rodé et l'infrastructure n'est pas vraiment au point. Ils sont en train actuellement d'investir des milliards de dollars pour upgrader l'ensemble de tout le système d'Internet pour être capable de supporter le télétravail. On n'est pas là encore et ça s'en vient tranquillement, mais ça pour dire que ça prend une technologie pour supporter ça. Bon. Les employeurs avaient beaucoup de réticence par rapport au télétravail. OK? On pourra en présenter quelques-unes ici. Ça, ce sont des informations que j'ai ramassées dans des sources. J'ai été chanceux de pouvoir trouver des sources intéressantes pour les fins de la conférence. Plusieurs problèmes se présentaient. Ils se présentent encore. Ce n'est pas résolu. Le ministre du Travail a dit récemment dans une conférence que pratiquement toutes les lois qui concernent le travail sont à refaire. Pourquoi? Parce que ces lois-là n'ont pas été faites pour prendre en compte qu'une partie du travail pourra se faire en dehors d'un bureau ou en dehors d'une entreprise, à la maison ou dans un coworking ou dans d'autres endroits. Toutes ces lois-là sont un peu désuètes et sont à réformer actuellement. Pas moi qui le dis, c'est le ministre du Travail. Donc, des problèmes de sécurité au travail. Bon, supposons que vous êtes à la maison, il arrive un accident. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la CSST qui va en ancienne CSST ou CNSSP, la Commission des santé et sécurité au travail? Est-ce que c'est eux qui vont s'en occuper? Comment vous allez pouvoir prouver que c'est un accident qui est relié au travail versus à la maison? Il y a beaucoup de questions qui se posent qui ne sont pas résolues actuellement. Des problèmes d'assurance, même chose. Si vous êtes à la maison puis vous arrivez un accident, puis est-ce que votre assurance vous couvre pour ça ou elle ne vous couvre pas? Ou de quelle façon? Même les assurances, les contrats d'assurance ne sont pas faits pour ça. Ils sont en train de tout mettre ça à niveau, là. Contrôle de l'information et des renseignements personnels. Bon, c'est bien beau, là, mais dans le monde d'aujourd'hui, on sait comment que pratiquement tous les jours, on voit toutes sortes de problèmes de cyberattaques, de difficultés au niveau de la sécurité de l'information. Comment, si je suis une entreprise, je peux garder un certain contrôle sur la confidentialité des données, alors que la personne est à la maison, elle peut faire toutes sortes de choses, elle peut transférer ces données-là au niveau personnel, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Ça peut poser, disons, plusieurs problèmes en termes de sécurité de l'information. Coordination des travaux. Pendant longtemps, on se posait la question, ouais, mais si j'en ai qui travaillent à la maison, j'en ai qui travaillent au bureau, comment on va pouvoir assurer une certaine fluidité dans la coordination des travaux des équipes? Ça va altérer la façon de faire, on va avoir une baisse de productivité, ainsi de suite. Alors, les employeurs se posaient beaucoup de questions, ils continuent de se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Mais je pense que l'expérience de la COVID a quand même démontré une chose, la productivité n'a pas baissé. Pas du tout. Même des études qui démontrent qu'au contraire, ça leur a peut-être augmenté. On va en parler dans quelques minutes. Travail en équipe plus difficile, évidemment, c'est ce que je disais tantôt. Ça défait le travail d'équipe. Si j'en ai qui travaillent au bureau, à la maison, comment on va faire notre meeting?
Le climat change, beaucoup de choses que ça va changer. Inéquité entre ceux qui travaillent à la maison versus les autres. Bon, ça, c'est un problème et ça continue d'être un problème. Ceux qui sont, mettons, je reviens aux anciens travailleurs de TELUS que je parlais tantôt. Il y avait une crainte à savoir, ouais, mais si je passe des semaines à ne pas venir au bureau, il va se créer une sorte d'inéquité. Moi, j'aurais peut-être pas de chance, vu que je ne suis pas là, d'avoir des promotions. Ceux qui sont plus proches du bureau, ils vont avoir plus de chance. Il va se créer une sorte d'inéquité. Beaucoup de questions de peur étaient reliées à ça, qui continuent encore de se poser, mais tranquillement. Je pense que la COVID a aidé avec l'expérimentation à grande échelle qu'on a fait en peu de temps de répondre à un certain nombre de questions. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent, entre autres concernant les lois, les réglementations, qui demeurent non résolues pour l'instant. C'est des choses qui vont devoir être faites au niveau des gouvernements de changer les lois, d'adapter les lois par rapport à ça. Bon, ici, j'ai trouvé une petite étude, le fun, de Indeed. Indeed, c'est un des plus grands sites de recherche d'emploi au monde. Ils ont fait une étude récemment, la plus grande étude qui a jamais été faite sur le bonheur au travail. 2021, c'est quand même assez récent. On a interviewé 1532 adultes. Beaucoup de questions intéressantes qui ont analysé là-dedans, notamment concernant la souplesse. Bon, alors, souplesse veut dire plus d'autonomie, plus de contrôle de son horaire, moins de micro-gestion. Alors, si on regarde ici quelques résultats, donc pratiquement 40% être capable de travailler à distance si nécessaire. Hein? Qu'est-ce que les gens veulent? C'est ça la question qui se pose ici. Qu'est-ce que les gens apprécieraient avoir au travail? Donc, quand même 40% être capable de travailler à distance si nécessaire. C'est beaucoup, ça. C'est pas loin de 50%, ça. 36% être capable de fixer ses propres heures de travail. La flexibilité. Hein? L'idée, c'est on est tanné du 9 à 5 traditionnel, des horaires rigides, pas capable de s'organiser, ainsi de suite. 35% possibilité de prendre des congés payés. Bon, ça c'est peut-être un peu moins pertinent. 34% est en contrôle de son propre horaire. C'est un peu ce que je disais tantôt. Avoir le contrôle de son horaire, ça, c'est quelque chose quand même qui est pas mal apprécié par beaucoup de gens quand on peut le faire. Ça dépend un peu du genre de travail qu'on fait, mais dans beaucoup de travaux, ça pourrait s'implanter dans beaucoup de types de tâches. 30% avoir la possibilité de faire plus d'heures ou des heures supplémentaires payées si désiré. Bon, ainsi de suite. Alors, on voit quand même qu'il y a pas mal de monde qui s'intéresse à avoir plus de flexibilité, meilleur contrôle sur son horaire, ainsi de suite. Moins de micro-gestion, ça c'est quelque chose qui ressortait dans une autre étude que j'ai vue. Micro-gestion, ça veut dire des sur-contrôles. Hein. Contrôle, de moins en moins. On vise les autocontrôles à la place. OK. Bon. Préoccupations différentes selon les générations. Ici, on a le regroupement des jeunes de Chambre de commerce du Québec, RJCCQ en bas. Là. J'ai mis la source en bas. Alors, ils ont fait une étude intéressante récemment. Là, on voit que selon les générations, ce n'est pas le même genre de préoccupation. OK? Ça peut varier, dépendamment, mais c'est très compréhensible aussi. Dans le fond, les jeunes générations, pensons à ça 2 minutes, génération Z qui sont aujourd'hui, qui ont 18-20 ans, nos étudiants, ils sont habitués à quoi? Ils sont habitués dans un environnement de flexibilité. Même à l'école, c'est comme ça. Ils apportent leurs ordinateurs, ils passent d'un à l'autre. BYOD, c'est ça, hein? Le BYOD, c'est flexibilité. On s'en va ailleurs, on peut aller travailler dans un coworking, on arrive chez soi. Alors, si on est habitué à travailler comme ça, quand on va arriver dans le monde du travail dans quelques années, ces jeunes-là, ils vont avoir la même préoccupation, ils vont avoir les mêmes habitudes, ils vont avoir les mêmes exigences. Donc, on comprend que
ça va changer beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? 9 jeunes sur 10 travailleurs veulent continuer à travailler à temps plein ou en mode hybride après la pandémie. C'est énorme, énorme. Ça veut dire 90 ça. Le quart d'entre eux préféreraient redémissionner plutôt que de retourner à un bureau de 5 à 5 jours semaine. Ça veut dire qu'on est prêt à aller loin pour garder cette flexibilité. C'est ce que ça veut dire. On parle toujours des jeunes générations ici, là, OK? 4 sur 5 travailleurs voudraient aussi obtenir plus de flexibilité dans l'aménagement de leurs horaires de travail. On en a parlé un peu tantôt. Tout ce qu'on voit ici, c'est que c'est encore plus fort dans la génération des plus jeunes. 80 des jeunes disent prioriser leur vie personnelle plutôt que le travail. Ça, c'est un changement total de paradigme parce que nous, les jeunes de ma génération ou les gens qui ont peut-être 40 ans ou 50 ans aujourd'hui, on n'a pas été élevés avec cette façon de penser-là. Nous, ce qui était prioritaire, c'était le travail. Après ça, les autres choses. Maintenant, il y a un changement complet de priorisation. On va prioriser la vie personnelle. On parle beaucoup de conciliation travail-famille, ainsi de suite, versus le travail qui devient plutôt un truc usuel, peut-être. OK. Bon. Certains types d'emplois sont plus propices au télétravail. Ben ça, c'est facile à comprendre. Un peu comme je disais tantôt, si on travaille en usine, on ne veut pas déménager une usine à la maison, ça va de soi. Donc, il y a certains types de travaux qui nécessitent des équipements majeurs, importants. On ne peut pas faire ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses au niveau de la gestion, au niveau... Alors, ici, par exemple, OK. Bon, la plupart des emplois dans le secteur de la finance, de l'assurance, OK. En d'autres mots, c'est des travaux de col blanc. J'appelle ça comme ça. Des travaux de bureau. Tous ces travaux-là, une grande partie peut facilement se faire dans un cadre hybride à la maison, ou ainsi de suite. Service d'enseignement, mais nous, c'est pas nouveau pour nous. On le fait, on continue à le faire. On sait que dans l'enseignement, je pense qu'au Collège de la Salle, je me rappelle bien, on a regardé tous les types de cours qui se donnaient. Et on avait catégorisé les cours par certains qui pouvaient se donner entièrement en ligne, puis d'autres pas vraiment parce que ça nécessitait des équipements sur place. Par exemple, dans la restauration, ainsi de suite. Donc, mais dans l'enseignement, c'est réellement un domaine que, oui, ça peut beaucoup se faire en ligne. Service professionnel, scientifique, technique, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, ça veut dire que ce n'est pas tous les travaux qui peuvent se faire facilement à la maison. C'est plutôt des postes de gestion, des postes de, moi j'appelle ça de col blanc. Hein. Grande partie de ces travaux-là peuvent se faire à la maison. Puis, ça peut être à la maison, mais ça peut être dans d'autres formes de distance aussi. Par exemple, le coworking, ainsi de suite. Bon, les avantages. Télétravail, les avantages. On va parler des avantages, après ça, on parlera des inconvénients, OK? Avantages, ben, j'en ai parlé déjà un petit peu. Il y en a plusieurs. Donc, première chose, gestion de son horaire, flexibilité, plus de contrôle, avoir le sentiment d'avoir plus de contrôle sur son horaire. Réduction des dépenses. Alors là, ici, on parle pour les entreprises, mais c'est vrai pour les individus aussi. C'est sûr que si je dois moins souvent me rendre au bureau, d'abord, en partant, moins de transport, moins de dépenses. Des dépenses d'habillement, de toutes sortes de choses qui ont rapport avec ça. Mais pour l'entreprise aussi, là, actuellement, ça, c'est beaucoup d'entreprises actuellement sont en train de réviser complètement l'investissement qu'ils font dans les locaux, ainsi de suite. Trop d'espace, ils vont réduire leur espace. Ils vont changer l'aménagement des espaces pour avoir des bureaux plus semi-ouverts, avec plus de flexibilité, ainsi de suite. De rotation dans les bureaux. Alors, on est en train de repenser complètement la façon d'organiser les espaces, aménager les espaces. Réduction du stress lié au transport. Écoutez, moi, je regarde juste dans mon cas, c'est quand je ne viens pas au travail, je sauve 2 heures.
sauf pratiquement 2 heures par jour. C'est beaucoup. Puis je pense qu'il y en a qui c'est plus que ça encore, si on vient d'un peu plus loin. Calculer 2 heures multipliées par le nombre d'heures, puis sur une base annuelle, ça fait énormément de choses. Et tout le stress relié à ça, bon, c'est sûr. Alors, c'est sûr que c'est un avantage. Cadre de travail plus agréable, conciliation travail-famille, bon, les gens qui ont des jeunes enfants, qu'il faut qu'ils aillent chercher leurs enfants à la garderie à 5 heures. Je finis de travailler à 5 heures, mais la garderie m'oblige à aller chercher mon enfant à 5 heures ou à 5h30. Ça pose beaucoup de contraintes, de difficultés d'organisation, et ainsi de suite. Le stress. Alors, parfois, c'est plus facile d'organiser le cadre de travail comme ça. Sentiment de liberté. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Quand on commence à avoir un sentiment de liberté comme ça, je ne pense pas qu'on va revenir à des anciennes méthodes trop contrôlantes. Plus d'autonomie, plus de gestion dans ces temps de repos. Ben, c'est sûr, à la maison, j'ai une flexibilité, je fais mes heures, je fais mon travail. Autant que je fais mon travail, on le fait comme on veut. Puis si on veut se reposer un peu à un certain moment donné, on organise ça un peu comme on veut. Alors ça, je pense que c'est certainement apprécié. Baisse des interruptions de parasitage au bureau. Dans un bureau, on le sait, il y a beaucoup d'interférences, énormément de perte de temps, toutes sortes de raisons. Perte de temps dans des réunions qui servent à pas grand-chose souvent. Perte de temps parce qu'on essaie de travailler puis on est distrait par toutes sortes de monde qui n'arrêtent pas de te déranger pour toutes sortes de raisons. Alors, ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Bon, ensuite, ben, il y a des inconvénients, évidemment. Tout n'est pas rose dans ce monde. Peut-être un des éléments les plus importants, c'est l'isolement, le sentiment d'isolement. Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui travaillent à la maison, ça prend un certain type de personnalité pour faire ça. Il y a des gens qui sont carrément incapables de faire ça. Parce qu'ils dépriment, la deuxième journée, ils dépriment. C'est sûr que quand vous vivez dans un environnement comme ça, vous êtes plus isolé. Le manque de contact humain, bon, on dit que le télétravail multiplié par 2 le sentiment d'isolement, c'est beaucoup, ça, c'est énorme. Ça dépend un peu du genre de personnalité que vous avez, à savoir si vous êtes capable de vous adapter à ce genre d'environnement-là ou si, au contraire, vous allez déprimer après 2 jours, puis tout ce que vous allez espérer, c'est de revenir dans un cadre normal de travail. Ça dépend de chacun. Mais peut-être que ce que je peux dire là-dessus, c'est que, parce que comme consultant avant d'enseigner, j'ai travaillé toute ma vie dans un cadre comme ça, donc je peux en parler. Je pense qu'on s'habitue quand même. On s'habitue et on développe des façons de faire, d'organiser notre affaire pour que ça soit quand même agréable. Oui, si on est isolé, ben on peut trouver des façons de rencontrer des gens par d'autres biais, ainsi de suite. Donc, on finit par être capable d'organiser son travail pour que ça soit fonctionnel. On brise ce sentiment d'isolement-là. Déséquilibre entre la vie professionnelle et personnelle, oui. Le stress lié aux objectifs. C'est sûr que vous êtes à la maison, mais il y a quand même des contraintes. Vous avez des contraintes. Et il y a un travail à faire dans un certain délai et il y a un stress relié à ça. Alors, bon, des motivations dues à la monotonie. Ben, la monotonie, c'est le fait qu'on est un peu isolé, bon, ainsi de suite. Mauvaise gestion du temps. OK. Je pense que quand on fait ce genre de choses, là, ça prend une certaine discipline. Là. Je sais qu'actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un mot qui est banni, la discipline. Mais ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est dans le sens d'avoir une organisation. Il faut absolument arriver à mettre en place une sorte d'organisation de son temps de travail qui soit efficace. Parce que sinon, on peut perdre vraiment beaucoup de temps. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce sens-là de l'organisation, de la discipline, de l'autodiscipline, on pourrait dire ça comme ça. Et ça le prend. Mais ça aussi, ça peut se développer.
Surcharge mentale, ça, c'est l'idée qu'on est toujours dans son travail. La seule différence entre mon travail et chez moi, j'ai un bureau fermé, donc moi, quand je m'en vais dans ma cuisine, je suis dans ma maison. Mais quand je traverse la porte et je suis à mon travail. Donc, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, OK? Ça pour dire que ça crée un contexte qu'il faut apprendre vraiment à dire, écoute, là, moi, à telle heure, j'arrête de travailler et là, je mets ça de côté puis je fais autre chose. C'est pour ça que ça prend une certaine discipline là-dedans, sinon on peut se perdre là-dedans. Ça peut devenir difficile. Distraction venant de la famille, évidemment, si on a des enfants, le mari, le chum, le chien qui jappe, l'enfant qui crie. Bon, c'est sûr que c'est pas tellement facilitant. Ça aussi, ça prend quand même une certaine organisation pour que ça fonctionne. Risque de trop travailler. Beaucoup de gens qui ne sont pas habitués, ils vont vous dire, écoute, je suis rendu, je travaille le soir, je suis rendu, je travaille n'importe quand, à n'importe quelle heure. Ça, il faut faire vraiment attention à ça parce que là, ça peut mener à des burn-out ou des trucs comme ça. Il y a un mouvement actuellement, ça s'appelle Disconnect. Disconnect, c'est un mouvement de gens qui disent, écoute, on a le droit de se déconnecter à partir de telle heure parce que, regarde, on a fait nos heures, on a fait notre travail. Maintenant, à partir de telle heure, là, je rentre dans mon environnement familial et ainsi de suite. Disconnect, c'est un mouvement. Hein. Crainte d'être oublié. C'est sûr, j'en ai parlé un peu tantôt. Ça, c'est plutôt l'idée de dire, si je travaille à la maison, souvent, mes patrons ne me verront pas, ils ne me verront pas. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Ils vont l'offrir peut-être à des gens qui sont au bureau, mais ils ne l'offriront pas à ceux qui sont à la maison. Il y a une question de proximité là-dedans, d'opportunités manquées, et ainsi de suite. C'est une préoccupation assez importante, ça. Ben, encore une fois, ça, je pense que c'est en train dans les milieux de travail, dans les entreprises, de changer tranquillement. Maintenant, on essaie de trouver des façons de mieux gérer cet aspect-là. Bon, on achève la présentation. Simplement dire que je pense qu'en bout de ligne, il y a peut-être plus d'avantages que d'inconvénients. C'est sûr que quand on fait un changement de cette envergure-là, il y a toujours des inconvénients. Alors, il ne faut pas regarder juste les inconvénients, sinon, je pense qu'on ne fera rien, on ne pourra pas s'adapter. Et l'adaptation, c'est la seule façon d'y arriver. Donc, il y a quand même plusieurs avantages. 80% indiquent qu'ils aimeraient travailler la moitié du temps à la maison et l'autre au bureau. Bon. D'autres sondages de Statistique Canada, ils démontrent quand même. On s'en va vers un mode hybride, probablement, de plus en plus. On voit là des reportages qu'on suit depuis quelque temps à la télévision qui analysent un peu ce phénomène-là. Beaucoup d'employeurs actuellement sont en train de regarder des formes hybrides comme ça. Et la technologie le permet. On est en train de réorganiser des bureaux, des formes plus flexibles au niveau des aménagements, ainsi de suite. 40% aimeraient travailler plutôt travailler la plupart de leurs heures à la maison. OK. Il y a seulement 20% qui disent qu'ils aimeraient travailler la totalité des heures à l'extérieur de la maison, soit au bureau. C'est quand même, on voit là, que tendance de fond à vouloir aller vers une sorte de mode hybride. Et ça va dépendre beaucoup du genre de travail que vous faites, à savoir si ça va être plus organisé de telle façon ou de telle autre façon. Ça dépend. Je prends l'exemple simplement, nous autres, des professeurs, on a des horaires fixes reliés à des cours qui sont fixes. Alors, c'est sûr que ça impose un certain contrainte au niveau de la façon d'organiser les horaires et de suivre, ainsi de suite. Dans d'autres endroits, c'est un peu différent. Donc, chaque endroit, ça va être un peu différent, la façon que ça va être organisé. Mais sur le fond, je pense qu'on peut dire qu'avec les technologies qui sont là actuellement, on s'en va de plus en plus vers des formes hybrides de travail, ainsi de suite. Bon, on va finir avec ça. Après ça, je pourrais peut-être apprendre des questions si vous en avez. Des bonnes pratiques. OK, j'ai travaillé un peu un moment donné dans mon département. On a regardé un peu les questions d'ergonomie et d'aménagement parce qu'on s'est rendu compte après un certain temps que
n'a pas fait des gros sondages scientifiques, mais on a regardé et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de professeurs qui avaient des problèmes physiques. Difficultés, maux de dos, maux dans les épaules, le cou. Alors là, quand on fait intensivement un travail comme ça, il y a toute une question d'aménagement qui se pose, d'ergonomie. C'est pas pareil comme si on fait juste quelques heures de temps en temps. Là, c'est pas ça qu'on parle ici, là. Pendant la COVID, là, des fois, on avait, je parle juste de mon cas, là, pour illustrer, des fois, j'avais peut-être 3 meetings à part de mes cours. Ça veut dire que je passais pratiquement, des fois, 8 heures en ligne, OK, dans la même journée. Alors, c'est sûr, quand vous faites ça, là, inévitablement, il y a des questions d'ergonomie qui se posent parce que sinon, il y aura toutes sortes de problèmes, des problèmes de dos, des problèmes de dysfonctionnement, ainsi de suite. Donc, première chose, avoir des bons outils qui facilitent le travail, le bon matériel, les bons équipements. Ça, c'est super important, mais aussi le mobilier. Bon, OK, faut. Moi, par exemple, je n'avais pas le bon genre d'écran, je n'avais pas le bon genre d'équipement. Il fallait que je me réorganise. Je pense qu'on est plusieurs qu'on a dû faire ça. Et c'est nécessaire quand on veut travailler intensivement avec une forme comme ça. Faire régulièrement des pauses, ne pas rester trop longtemps devant l'ordinateur, ça, c'est des choses assez de base. Aérer l'esprit, sortir, prendre une courte marche. Ça fait partie un petit peu de la discipline ou de l'autodiscipline qu'il faut qu'on se donne quand on fait ça. Parce que ça peut devenir assez stressant si on s'enferme et on n'est pas capable de prendre des pauses, on n'est pas capable de relaxer, ainsi de suite. Assouplissement, étirement, bon, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce sens-là. Il y en a qui ont un chien à la maison, ils vont aller promener leur chien pendant 10 minutes, après ça, ils vont revenir, ils vont continuer. Bon, il y a bien des façons d'organiser ça. Positionner son ordinateur près d'une fenêtre, ce qui permet de regarder au loin de temps en haut. Libérer les yeux. Hein. Quand les yeux sont trop intensivement tout le temps dans des écrans, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour les yeux. Les enfants, c'est encore pire. Hein. C'est prouvé que c'est dur pour les enfants. Travailler dans un lieu confortable, idéalement à l'abri des bruits, des sollicitations familiales. Ça, c'est idéalement, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours facile parce que, bon, là, on a des enfants, on a. Alors, si en plus tout le monde travaille à la maison, bien là, ça pose plusieurs problèmes. Encore une fois, c'est une question d'aménagement, bon, ainsi de suite, de l'espace. Imposer des horaires de travail réalistes en accord avec l'entreprise et savoir s'arrêter quand vient le temps de s'arrêter. Bon, grosso modo, c'est pas mal ça. Merci de votre participation, de votre écoute et bon télétravail.